toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une exploratrice de l'histoire et de l'archéologie. Elle culmine à 910 000 abonnés sur YouTube. Charlie Danger, aka les revues du monde, est notre influenceuse à suivre. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Et Guillaume, visiblement, le Earth Day de vendredi dernier t'a beaucoup inspiré parce que tu vas revenir sur le coût écologique du numérique aujourd'hui. Ouais, en fait, on peut adorer les produits électroniques, mais ça pollue énormément. Et la petite bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques pistes pour polluer moins et ça vient de la techno. Des solutions avec toi, évidemment, c'est à venir. Notre question du jour, la voici. Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, un chiffre retient l'attention. 28% des électeurs ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote, dont 41% des 18-24 ans. Alors, élection piège à abstention. Les jeunes ont-ils vraiment perdu le goût de la politique et de l'engagement pour autant? À quoi faut-il s'attendre aussi pour les législatives des 12 et 19 juin prochains? Avec nous pour en parler, vous les connaissez, ils sont venus justement décrypter cette campagne avec nous les semaines précédentes. Florent Manelli, co-auteur de Le Feu au Rien chez Mango Édition. Hello à toi. Bonjour. Et à Caroa Vallée, tu es un des porte-parole de tavoixcompte.org. Tu nous diras justement quelles ont été les propositions qui ont été portées par la communauté Tavoixcompte et Ashoka et comment justement positionner ces propositions pour les législatives. Bonjour. Mais d'abord, focus. Charlie Danger, si ce n'est pas un nom prédestiné pour faire de l'archéologie, ça je ne sais pas ce que c'est. C'est en tout cas la première vulgarisatrice histoire sur YouTube. Elle emmène ses abonnés dans les coulisses des pyramides de Gizeh ou encore revisite la vie de l'impératrice Sissi façon Instagram Girl. Édouard Degnaud nous en dit plus sur sa chaîne, Les Revues du Monde. On la surnomme la Lara Croft des youtubeuses. Charlie Danger est une vidéaste née en 1996 et une enfant de la génération YouTube. Passionnée par l'histoire ancienne et l'archéologie depuis son plus jeune âge, la jeune femme se lance naturellement dans des études d'histoire de l'art et d'archéologie, sans toutefois les terminer. En 2014, elle lance sa chaîne YouTube sous le nom Les Revues du Monde, dédiée aux anciennes civilisations et à l'histoire. Dans ses vidéos, qu'elle écrit, réalise et présente elle-même, Charlie vulgarise l'histoire en racontant des anecdotes et en partageant ses dernières découvertes. Elle n'hésite pas à y ajouter de l'humour et des références à la pop culture comme Indiana Jones pour se rendre accessible du plus grand nombre. Les bâtiments blancs et statues dont nous avons l'habitude, parce qu'ils sont exposés comme ça dans les musées, eh ben c'est pas du tout leur couleur d'origine. Et c'est justement la question que se sont posées les scientifiques du coup. À quoi ressemblait réellement la couleur qui ornait autrefois l'art gréco-romain? Ils ont donc fait énormément d'expériences diverses pour le comprendre et leur recherche a donné ça. Je plaisante pas, les statues selon les chercheurs, ça ressemblait en réalité à ça. Est-ce que ça vous choque? Parce que lorsque le résultat est sorti, il y a énormément de gens qui se sont offusqués en qualifiant l'art antique de dégueulasse. Selon elle, l'histoire ancienne est quelque chose de sexy et il faut la vulgariser, en parler et la rendre attractive. Progressivement, elle élargit son spectre de vidéos et désormais, elle raconte également des anecdotes de l'histoire plus récente, toujours dans le même ton et autour du même format d'une quinzaine de minutes. Complètement fasciné par l'histoire, Charlie Danger réussit à partager sa passion à ses plus de 900 000 abonnés sur YouTube. Charlie a d'ores et déjà réussi son pari de rendre l'archéologie fun et sexy. Et aujourd'hui, sa chaîne est la deuxième chaîne d'histoire la plus suivie en France sur YouTube, derrière celle de Nota Bene. 910 000 abonnés et un en particulier, c'est toi, Caroa. Tu suis justement les aventures de Charlie Danger avec les Revues du Monde. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, de la découverte de nouveaux sujets auxquels tu ne serais pas intéressé sinon? C'est ça, je trouve que c'est vraiment un vrai travail de vulgarisatrice parce qu'elle permet à des jeunes de comprendre l'histoire et d'intéresser les jeunes à l'histoire. Donc je pense que c'est de véritables vidéo géniale parce que ça permet vraiment d'intéresser les jeunes à un thème en particulier et donc de mieux faire comprendre l'histoire aux jeunes. Et toi, tu fais partie justement de ceux qui font s'intéresser à nouveau à l'engagement citoyen, l'engagement politique. Ceux et celles de la génération que tu portes, on revient justement sur les propositions que tavoixcompte.org a portées sur la scène politique sur ces dernières semaines. Évidemment, on continuera à le faire pour les élections législatives. Tout de suite, la Gen Z débrief l'élection présidentielle avec nous.
Et on revient évidemment sur ce chiffre, le premier, le plus finalement important. Une grande partie des 18-24 ans ne se sont pas exprimés dans les urnes dimanche dernier pour le second tour de l'élection présidentielle. Alors oui, selon Ipsos, ils ont été 61% à voter pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi la tranche d'âge qui s'abstient le plus. 41% de ces jeunes, encore une fois, ne se sont pas déplacés. C'est 13 points au-dessus du score national, 28% pour ce niveau d'abstention, un niveau jamais atteint depuis 1969. Alors, personne sur ce plateau n'était né, je vous rassure, en 1969. Mais ça veut dire quoi, Florent Manelli, Akaroa Vallée? C'est une abstention qui compte pour une dépolitisation, Florent? Non. Clairement pas, et même les chiffres sur les autres, la tranche d'âge au-dessus, donc les 25-34, frôlent les 40% aussi. Donc en fait, on pourrait parler des 18-35 globalement, autour de 40% d'abstention. On est à 38 exactement, encore une fois, pour redonner les chiffres. C'est ça, 38 et 41%, je crois, pour les... Absolument. Mais c'est pas surprenant en réalité. Si on regarde les autres élections, on peut notamment penser aux chiffres des élections régionales qui ont été... assez flagrant sur ça. C'est plus de 80% des 18-35 ans qui ne se sont pas déplacés dans les urnes pour voter au second tour des élections régionales, les dernières. Ça ne compte pas pour une dépolitisation. C'est simplement que le vote, aujourd'hui, a une autre place pour notre génération. C'est un outil parmi tant d'autres pour s'exprimer, pour se faire entendre. Et c'est presque même un outil qui est relégué un peu au second plan parce que d'autres modes d'action, d'autres manières de se faire entendre prennent aujourd'hui beaucoup plus de place et sont beaucoup plus légitimés. Aller en manif, signer des pétitions, agir concrètement et rapidement sur des problématiques locales, par exemple, ça va avoir une meilleure place dans l'esprit des jeunes, par exemple, que le vote, qui est en fait un outil avec lequel on délègue des pouvoirs à d'autres personnes qui, si elles le veulent ou pas, vont appliquer le programme qu'elles ont défendu. Donc, non, ce n'est pas une dépolitisation, c'est simplement une autre manière de se faire entendre. Et on peut aussi penser que l'abstention, enfin, même pas penser, c'est que c'est réel, l'abstention peut aussi être vue comme une manière de s'insurger contre un système politique ou un système démocratique qui nous considère finalement pas suffisamment. Mais ça veut dire quoi, en réalité, que le mode de représentation de cette démocratie, une démocratie représentative, le suffrage universel fût-il direct, c'est plus le mode d'engagement politique qui est le bon pour toi, Karoa? Je pense que c'est pas forcément le suffrage qui est à revoir, mais plutôt le moyen de voter, ou alors la méthode de voter. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait un désintérêt total au niveau de ces élections, même au niveau des élections régionales. Et je pense que c'est aussi par rapport à la facilité, ou plutôt la non-facilité de voter. Et donc c'est pour ça qu'il y a, je pense, d'autres méthodes pour voter, notamment par le vote électronique. Et je pense que ça serait une vraie méthode pour faire revenir les jeunes à cet intérêt de l'élection et de ne pas avoir ce taux d'abstention si énorme lors d'une élection présidentielle. Vote électronique qui est évidemment une question qui est remise sur la table régulièrement, qui est parfois mis de côté, écarté par le personnel politique en disant qu'il n'est pas suffisamment sécurisé ou sécurisable. Alors après, il y a des solutions technologiques qui existent. Guillaume, on peut penser notamment à l'Estonie, nos confrères estoniens qui appuient l'ensemble de leurs administrations sur une blockchain, un squelette sur blockchain qui s'appelle X-Road, qui est extrêmement robuste, extrêmement sécurisé. On peut penser aussi aux débordements qui ont lieu aux États-Unis sur certaines machines électroniques et machines à voter. Mais est-ce qu'il y a des solutions vraiment technologiques pour pouvoir assurer ce vote électronique ? Oui, il y a des pistes très intéressantes. Effectivement, la blockchain en est une. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas en dehors de l'Estonie, des utilisations qui sont massivement adoptées. On a vu des expérimentations en Angleterre sur des scrutins locaux, notamment. Et c'est vrai qu'on pourrait le tester à plus grande échelle. Il y a une question qui est assez forte, qui se pose à chaque fois qu'on évoque ce débat. C'est le libre consentement, c'est-à-dire est-ce qu'une personne ne va pas être influencée au moment où elle va voter si elle vote, par exemple, chez elle, on a peur des manipulations. Alors, c'est un débat qui reste ouvert, mais qui est très intéressant. Libre consentement qui est important aussi dans la façon dont on vote aujourd'hui. Encore une fois, cette grand-messe du dimanche avec ce vote physique derrière l'isoloir. Quand 30%, encore une fois, des électeurs et des électrices au niveau global et national choisissent de s'abstenir, c'est quoi? C'est choisir de ne pas choisir? C'est une question difficile, mais...
Je sais pas. En fait, pour moi, je pense que l'abstention telle qu'elle est, parce que là, on a atteint quand même un niveau d'abstention pour une élection présidentielle qui a rarement été aussi forte. Encore une fois, niveau record depuis 1969. Et ce qui fait aussi d'Emmanuel Macron le président le moins bien élu depuis Georges Pompidou, qui a quand même été élu après les révoltes de mai 68, donc dans un contexte très particulier. Donc cette abstention-là, elle donne aussi moins de crédit à la personne élue. Donc finalement, quand on s'abstient, je crois que effectivement, on décide de ne pas choisir, mais on décide aussi de marquer le coup en disant que ce chiffre de l'abstention, qui est ce sur quoi on est en train de discuter, qui est un chiffre qui est quand même scruté, qui est quand même le premier chiffre scruté dans une journée d'élection, par exemple, c'est une manière de dire, moi, en fait, ce que vous proposez ne me convient pas, la manière dont vous êtes organisé ne me convient pas, et vous ne me parlez pas. Donc c'est un vote de contestation, qui n'est pas un vote dans les faits, mais qui est une manière de contester un scrutin politique. Si le vote blanc était mieux pris, enfin mieux reconnu pour le coup, aujourd'hui, le vote blanc est en effet décompté lors du dépouillement du scrutin, mais il n'est pas comptabilisé dans les faits. S'il était mieux pris en compte, mieux reconnu, est-ce que cela pourrait quelque part revivifier un petit peu l'expression démocratique? Florent, tu as l'impression de dire oui, complètement. Et c'était même des propositions de campagne, notamment de Jean-Luc Mélenchon, ou d'assauts comme Démocratie ouverte ou autres, de dire prenons en compte le vote blanc effectif parce que c'est une manière aussi de s'exprimer. Et c'est une manière de dire aussi, si le vote blanc est trop élevé à un moment donné parce que les propositions qui sont faites par les candidats, l'offre politique ne nous correspond pas, on refait l'élection. Je pense que ça permettrait de revivifier des outils démocratiques qui sont quand même relativement obsolètes et surtout de davantage intéresser des personnes qui se sentent plus concernées par le vote comme outil d'expression. À Caroa. On s'intéresse beaucoup plus au taux d'abstention qu'au vote blanc. Donc si on s'intéressait beaucoup plus au vote blanc, alors il y aurait une prise de conscience de toutes les personnes qui ne sont pas allées voter. Et peut-être que là, justement, pour montrer leur mécontentement et leur volonté de ne pas élire les candidats qui leur sont proposés, ils iraient voter blanc pour vraiment montrer qu'ils ont un intérêt à la politique, mais pas cet intérêt-là, pas cet intérêt dans les élections. Et je pense que donner du crédit au vote blanc, ça serait vraiment une bonne solution pour éviter ce taux d'abstention. Tu as raison, c'est assez mathématique et assez simple en réalité comme solution. On continue à décrypter ces chiffres dans les votes qui se sont exprimés. On le disait tout à l'heure, les chiffres Ipsos nous montrent que 61% des 18-24 ans ont choisi de porter leur voix sur Emmanuel Macron. Il y a quand même 4 Français sur 10 qui ont choisi de faire confiance à Marine Le Pen et au Rassemblement national. Mais une grande partie, au premier tour, en tout cas on l'avait vu, des votes des jeunes s'étaient reportés là aussi sur le Rassemblement national. Ça veut dire quoi? Que l'ancien Front National ne fait plus peur aux jeunes? Alors sur le vote des jeunes au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête sur la tranche 18-35 ans. Donc ça c'est important de le spécifier parce que ça peut aussi expliquer un taux d'abstention beaucoup plus grand en deuxième tour puisque Jean-Luc Mélenchon n'était pas là. Sur le fait que le Rassemblement national fait moins peur aux jeunes, je pense qu'il fait moins peur à la population en général. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise de dédiabolisation qui a été lancée depuis plusieurs années par Marine Le Pen. Elle a mis à la tête de ses institutions et notamment de son parti Jordan Bardella qui a moins de 30 ans. Donc il y a une volonté aussi de parler à la jeune génération. Elle avait un programme qui était très clair sur la volonté de remettre les jeunes au travail, de les défiscaliser d'impôts, exonérer d'impôts, les moins de 30 ans, etc. Donc il y avait des choses qui parlaient très concrètement, qui étaient logiques dans son programme. Donc elle a... la séduction auprès des plus jeunes fait partie de son entreprise générale de dédiabolisation d'un parti qui reste un parti xénophobe, fasciste, et qui est créé sur des fondements qui sont pas très glorieux. Donc c'est pour ça que je pense que les jeunes aussi sont... comme beaucoup de gens, ils se retrouvent moins dans l'offre politique au centre et donc vont plus regarder ce qu'on considère comme étant des extrêmes, donc à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, parce que les partis traditionnels n'ont plus fait leur travail depuis une bonne vingtaine d'années. C'est vraiment ça, en fait, qui est remis en cause ici, c'est le fait de se dire que ces partis traditionnels, alors qui ont volé en éclats il y a 5 ans, lors du précédent scrutin présidentiel, l'échiquier politique a été complètement recomposé, mais le fait de se dire que ces partis traditionnels ayant délaissé le segment du vote dit jeune, la nature a horreur du vide et donc du coup forcément il y a d'autres propositions qui sont arrivées, donc on va être plus attentif aux propositions qui arrivent et qui ciblent directement les attentes justement de ces jeunes-là au quotidien. C'est humain finalement.
Je pense que c'est pas juste par rapport aux jeunes que les partis traditionnels ont déçu. En regardant leurs résultats, c'est toute la population qu'ils ont déçu. Et donc forcément, il y a un report des électeurs de ces partis traditionnels vers les extrêmes et vers le centre. C'est assez normal. Et je pense qu'il y a tout un projet de dédiabolisation de la part du Rassemblement national. Et on a bien vu que c'était les reports des électeurs de M. Mélenchon qui allaient au Rassemblement national. Et on peut l'expliquer par le côté social du programme du Rassemblement national, avec une incitation à la hausse de 10% des salaires, ou même au niveau du thème de la retraite. Donc je pense que c'est totalement compréhensible ce report des électeurs, mais il ne faut pas oublier tout le programme derrière d'immigration du Rassemblement national. Et justement, le fait que finalement, sur l'entre-deux tours, sur ces 15 jours qui se sont écoulés entre le premier et le second tour, finalement, on a vu enfin se dérouler les programmes, à la fois du côté d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, pour capter l'attention du vote jeune, pour la jeunesse. Un peu trop tard finalement pour réussir à vraiment engager cette conversation avec cette génération qui était sur le point d'aller voter. Il y a eu des tentatives qui ont été faites quand même. Il y a des médias qui ont des structures qui ont mis en place des choses, et peut-être que tu pourras en parler sur des rencontres aussi et des propositions faites aux candidats et candidates. C'est certain qu'il y a des discussions qui sont arrivées trop tard, celles qui intéressent plus particulièrement notre tranche d'âge, parce qu'on va être les plus directement impactés, notamment sur les questions climatiques et les questions environnementales. Notre génération, les moins de 40 ans, on sait qu'on va vivre dans un monde à plus de 2 degrés, ce qui n'est pas le cas des plus de 70 ans qui ont largement voté pour Emmanuel Macron. Donc en réalité, il y a des sujets qui sont arrivés trop tard, les questions de l'éducation aussi, qui n'a quasiment pas été abordée. Je confirme. Mais ce qui est un vrai problème, la question de la précarité des jeunes. Il y a un pauvre sur 2 qui a moins de 30 ans en France aujourd'hui. Il y a la question de la précarité de façon plus large. 7 millions de personnes en France ont besoin de l'aide alimentaire. C'est plus de 10% de la population française. Donc il y a des sujets qui sont extrêmement pressants, urgents, qui n'ont pas été abordés, auxquels personne n'a répondu. Ce qui fait que dans cette urgence aussi, nos voix, les voix de la plupart des jeunes aussi, se dirigent vers des partis d'extrême qui donnent l'impression que un changement de paradigme est davantage possible aussi. Et une rapidité dans les modes d'action aussi, qui peut-être correspond plus à notre temporalité. Ce changement de paradigme, tu as essayé de le porter, Caroa, avec tavoixcompte.org. Encore une fois, énormément de propositions qui ont été suggérées sur cette plateforme. Près de 6500 participants, 59 propositions formulées par les 16-25 ans. Il y a notamment une des propositions qui a été la plus adoubée par la communauté Tavoixcompte. Et si on mettait en place des horaires aménagés à l'école afin de permettre un engagement civique, ça veut bien dire que cette génération, elle est loin d'être dépolitisée, elle est loin d'être désengagée dans sa vie citoyenne. Au contraire, vous avez envie de vous investir plus que jamais. Grâce à ces propositions, on voit bien que les jeunes ont une réelle envie de s'engager, pas forcément en politique, mais d'avoir des combats et des causes à défendre. Et on voit bien que l'intérêt, en tout cas dans les élections, n'est plus là. Et en fait, c'est par ces engagements qu'on veut redonner l'envie aux jeunes de s'impliquer en politique. Et je pense qu'il est important aux candidats de prendre conscience de toutes ces préoccupations de la jeunesse et de toutes les idées qui vont fleurir de la jeunesse, parce que c'est nécessaire pour les candidats de prendre conscience des thématiques très importantes pour le futur. Et on a réussi à rencontrer 5 ou 6 candidats donc, qui ont pu nous écouter, malheureusement pas les 2 candidats qui étaient au second tour. Dommage. Et forcément, les problématiques liées aux jeunesses sont arrivées beaucoup trop tard. Au second tour, c'est forcément des manœuvres stratégiques pour récupérer des électeurs. Et ce qu'il faut dorénavant, c'est vraiment de vérifier les actions des politiques et que M. Macron, le président de la République, a annoncé que son Premier ministre serait spécialisé dans l'écologie. Donc nous serons très attentifs à cette nomination. C'est déjà arrivé sur un précédent gouvernement qui n'est pas forcément allé jusqu'au bout de son action. Mais on va revenir dans un instant à la façon dont justement vous allez tenir, j'allais dire accountable en très mauvais franglais, mais vous allez justement rappeler le président réélu à ses engagements. On termine juste avec toi cette partie d'émission, Florent. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à la proposition qui a été plébiscitée sur l'engagement civique et citoyen, etc. Alors moi, je fais partie d'une génération qui a eu 1h30 d'éducation civique par mois fait par un prof d'histoire géo qui n'avait pas le temps et qui consistait à expliquer comment fonctionnait notre système démocratique. Autant vous dire que ça a été assez compliqué. Ce que je remarque là aujourd'hui, c'est que par exemple
avec la discussion qui est engagée par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui est de dire « élisez-moi Premier ministre ». Tout le monde a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ?» etc. Beaucoup de gens ont découvert, des gens de ma génération, ont découvert ce qu'était la cohabitation. Ouais. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut avoir un gouvernement qui cohabite avec un autre parti? Comment est-ce que, en quoi les législatives sont un réel contre-pouvoir là-dedans? Et je trouve que ce qui est intéressant avec la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est de pouvoir assez simplement, pour beaucoup de gens, ça paraît assez évident, de réexpliquer comment fonctionne l'Assemblée nationale et comment est-ce qu'elle est un réel contre-pouvoir. Elle peut l'être, en tout cas, face à un président qui a été élu un petit peu par dépit. On va pas se mentir. Et donc je pense que c'est cette demande qui est assez importante, en tout cas qui est assez présente chez les jeunes, de dire réexpliquer comment fonctionnent nos institutions, en quoi cette éducation civique, citoyenne peut être importante et pas récupérée politiquement, simplement instruite et expérimentée. Elle permettra aussi de redynamiser nos institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Ouais, faire de l'acculturation à la vie citoyenne, à la vie civique, à la façon dont fonctionnent nos institutions, dont se déroule aussi la Constitution, revenir même sur le principe de la vie démocratique de chaque citoyen et citoyenne. C'est ça aussi le rôle de l'école et le rôle notamment des cours d'éducation morale et civique. Je crois que c'est désormais le terme consacré dans les programmes aujourd'hui, notamment au collège et au lycée. On revient dans un instant à ce débrief de l'élection présidentielle par nos invités. Comment aussi vous voulez co-créer ce futur démocratique et cette future société française et européenne ensemble. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap, évidemment, de chérie Jessica Isengay. Sur le plateau de l'école du futur, toujours pour débriefer cette vie politique qui est passionnante et où les jeunes, évidemment, s'engagent avec Florent Manelli. Florent, tu es le co-auteur avec Laura Jane Gauthier de Le Feu ou Rien chez Mongo Édition, ce portrait d'une génération engagée. Encore une fois, on est là pour en parler. À Caro Avalé, tu es un des porte-parole de tavoixcompte.org et on va revenir avec toi aussi sur les propositions formulées sur la plateforme. Avant de reprendre justement ce talk, ce débat, ces questions, on fait un tour derrière la tech de Guillaume Gralet. Bah oui, on aime bien faire le tour de Guillaume Gralet tout court parce qu'aujourd'hui, Guillaume, tu as envie de revenir sur le coût écologique du numérique dans le monde et tu as raison parce que, encore une fois, ça a été une des questions prépondérantes qui se sont posées à cette génération et qui ont peut-être fait qu'ils ont choisi ou pas d'aller voter.
Oui, c'est-à-dire qu'on se sert de plus en plus des écrans, même si le livre, le papier résiste, le vinyle aussi est en pleine explosion, mais force est de constater qu'on a de plus en plus de capteurs électroniques et il faut se pencher sur certains chiffres, en tout cas qui m'ont marqué, Marjorie, notamment le fait que cette consommation électronique, eh bien, ça pèse pour 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et le Sénat, par exemple, a évalué l'empreinte carbone numérique à 15 millions de tonnes équivalent CO2 par an. C'est effectivement 2% des émissions nationales. Statista a réalisé une infographie très intéressante et elle s'est appuyée sur l'Institut allemand de la recherche sur l'environnement, Euke Institute. Alors, le mix énergétique n'est pas totalement le même en Allemagne, puisque la consommation électrique va reposer davantage sur des centrales à charbon et un peu moins sur le nucléaire, mais les chiffres sont très éloquents. Chaque individu produirait 849 kg de CO2 par an. Et selon, je crois, le Euke Institute, c'est la fabrication même des devices, des appareils numériques qui favorise le plus de pollution. Oui, l'extraction, on n'y pense pas toujours, l'extraction de ce qu'on appelle les matières premières précieuses, les terres rares, de certains minerais comme en République démocratique du Congo, l'énergie nécessaire à la fabrication des semi-conducteurs qui sont clés dans ces appareils. On sait que certains fabricants comme Fairphone, vous savez, qui est basé aux Pays-Bas, va faire plus attention à ce coût écologique, va essayer de le réduire. Eh bien, cette fabrication est extrêmement consommatrice. La fabrication d'un grand téléviseur à écran plat émettrait 1000 kg de CO2 et la production d'un ordinateur 250 kg. On voit une fabrication très énergivore également pour les smartphones. Alors la fabrication, nous, consommateurs et consommatrices du numérique, on ne peut pas forcément impacter directement dessus. Par contre, on peut impacter sur notre consommation. Oui, alors c'est le Kingston, la Queen's University au Canada qui a réalisé un calcul et qui a vu, alors je vais arrêter de vous arroser de chiffres, mais qu'un smartphone, ça consomme autant de chiffres déferlent sur ce plateau. Voilà, qu'un réfrigérateur, ça pose quand même des questions. Essayons moi, en tout cas, moi je suis un très mauvais élève, mais de l'arrêter dès qu'on n'en a pas besoin. Est-ce qu'il y a des innovations d'ailleurs qui nous laissent entrevoir des smartphones performants mais plus écolo? Alors, on a beaucoup parlé du phénomène, évidemment, de recyclage, énormément de leaders aussi français de la réutilisation qui existent sur ce segment, mais il n'y a pas que ça. Oui, les téléphones reconditionnés. Tu as raison, Marjorie, il y a une innovation dont on s'était parlé il y a quelques années qui s'appelle WeZip, c'est What You See is Photovoltaic Surface. C'est une petite start-up qui est basée à Aix-en-Provence et qui veut mettre un petit film de solaire en fait, sur les téléphones pour permettre de capter l'énergie qui nous vient du soleil. Alors, il y a eu un essai qui a été réalisé très concluant avec le coréen Kyocera, mais pour l'instant, eh bien, les autres grands fabricants n'ont pas été séduits. C'est un petit peu dommage. Il y avait une autre initiative que je trouvais rigolote qui s'appelait Pilo. C'était un prototype qui avait été mis au point par deux Français, Urbain Prieur et Nicolas Tapeur, qui avait mis au point une petite manivelle pour recharger soi-même son téléphone. Là aussi, ça n'a pas été à très grande échelle. Bizarrement, c'est étonnant. Dis donc ce que tu nous dis là. Par contre, tu nous proposes aussi un téléphone qui se répare tout seul. C'est vrai ? Ceci dit, il faudra continuer sur la manuelle parce que moi, j'ai une lampe torche que j'utilise et que... Solaire. Non, une lampe torche que j'active grâce à une manivelle. Voilà, donc c'est au futur ingénieur que je parle. Donc, essaye d'inventer quelque chose comme ça, c'est super. Avec une manivelle. Alors, toujours. Voilà. Il faut toujours garder la manivelle, pour certaines raisons. Vraiment. Non, pour faire... Donc, le téléphone qui se répare tout seul, il existe ou pas ? Il y a un étudiant qu'il faut suivre qui s'appelle Yu Yani Shisawa, il est étudiant à l'université de Tokyo. Il a fait la démonstration, grâce au thiocarbamide de liaison hydrogène capable de se refermer sous la pression. L'idée, c'est d'avoir, et Samsung travaille là-dessus, de permettre à ces téléphones une cicatrisation légère. L'avantage, c'est de lutter ici contre l'obsolescence programmée. Certaines pièces pouvant à l'avenir être réparées, changées, vous l'avez dit, mais également se réparer, en tout cas en partie toute seule. On a envie de l'encourager. C'est peut-être un étudiant qui a besoin d'argent, en tout cas de soutien, pour que ça soit plus utile à grande échelle. Évidemment, non, à grande manivelle. On soutient évidemment toutes les initiatives ici, étudiantes et toutes les initiatives, quelles qu'elles soient dans l'école du futur, tu le sais.
ça, c'est intéressant ce que vient de nous dire Guillaume, parce que c'est un enjeu fondamental pour cette génération et pour les générations au pluriel tout court. Il y a notamment une des propositions sur la plateforme Ta Voix Compte, Takaroa, qui dit « Et si on intégrait la formation initiale et continue des professeurs et des enseignants à la transition écologique pour qu'il soit diffusé aux élèves dès la maternelle ?» Il y a cette envie d'apprendre, cette envie aussi de former ceux et celles qui vous forment à appréhender le monde. Et le fait de se dire que les enjeux d'environnement, les enjeux de changement climatique, c'est des enjeux au quotidien et des enjeux dont tout le monde doit s'emparer. Vous avez été un peu déçu de voir que finalement, ces questions-là qui auraient dû être prépondérantes dans la campagne, là, pareil, sont arrivées un peu en mode opération séduction d'entre-deux tours. Ah oui. On a bien vu que les questions liées au réchauffement climatique ont été abordées très tard dans la campagne, n'ont pas été un thème essentiel dans cette campagne, alors que, d'après le rapport du GIEC, on n'a plus que 3 ans pour agir, pour pas avoir une hausse de plus de 1,5 degré. Donc je pense que c'est très préoccupant, cette situation actuelle, et qu'on doit vraiment agir très vite. Et en même temps, les politiques ne sont pas très pressés par rapport à ce réchauffement climatique. Donc je pense que il y a une véritable sensibilisation à avoir et éducation dès la jeune enfance pour permettre d'avoir une société future plus incline à faire cette transition écologique. Oui, puis on a une campagne qui était très particulière aussi, dans un contexte aussi avec la guerre en Ukraine, qui a remis sur le devant de la scène des questions internationales qui, habituellement, dans des campagnes présidentielles, n'ont pas autant de place. On parle beaucoup d'écologie, mais en fait, il faudrait qu'on parle aussi du coût social de l'écologie. On parlait tout à l'heure des terres rares qui sont dans nos téléphones et nos outils technologiques. Ces terres rares, elles sont prélevées de manière extrêmement dangereuse par des populations très précaires. Et donc, en réalité, le coût environnemental, c'est un coût social. Et on ne résoudra pas la crise climatique si on ne prend pas la pleine mesure du coût social de l'environnement. On parle beaucoup des réfugiés climatiques, mais en fait, on pourrait aussi parler même pas une théorie, mais c'est un concept, le racisme environnemental, par exemple, où des populations défavorisées et pauvres vivent dans des environnements beaucoup plus pollués que les plus privilégiés. Des cités HLM qui sont construites à côté de grandes routes qui sont extrêmement polluées, sur des terres qui sont bourrées de plomb, des aliments qui sont moins chers parce que plus gras, plus sucrés, plus salés et de moins bonne qualité que des personnes précaires, pauvres, vont pouvoir s'acheter versus des produits bio qui sont beaucoup plus chers. En fait, en réalité, la question de l'environnement, elle ne peut pas être décorrélée d'une question sociale et d'une question de justice climatique et presque, je dirais même, de lutte des classes. Quand on parle de l'enrichissement des plus riches et de l'appauvrissement des plus pauvres, on parle aussi de personnes les personnes les plus pauvres vont être beaucoup plus impactées par le réchauffement climatique que les plus riches, qui pourront toujours trouver des solutions pour continuer de vivre, de mieux vivre. Alors, j'ai un peu détourné la question, je suis désolé. Non, mais tu la retournes comme tu veux, c'est ta réponse. Okay, super. Donc voilà, mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'on ne peut pas décorréler les questions climatiques des enjeux sociaux. Et au niveau du numérique, Guillaume, c'est quelque chose qu'on voit bien à l'échelon européen, où le Green New Deal est devenu la boussole, l'alpha et l'oméga de la Commission européenne, et qui régule notamment le secteur numérique, avec en tête cet enjeu environnemental, cet enjeu de durabilité aussi de nos industries numériques. Oui, et puis tu as raison d'en parler. L'énorme problème, on pourrait parler d'une géopolitique des déchets électroniques, avec effectivement l'obligation des fabricants de plus en plus de recycler leurs appareils, mais qui est souvent détournée. Et on voit des cargos qui vont aller au Ghana, qui vont aller en Inde, où on voit des populations qui vont vivre littéralement. J'avais vu ça, ça m'avait marqué. Populations qui vivent, parce qu'à l'intérieur de nos appareils électroniques, il y a des produits extrêmement toxiques. Il y a également un tout petit peu d'or et des produits qui valent de l'argent. Donc certaines personnes vont les brûler à la main nue pour pouvoir récupérer ce qui vaut un peu d'argent. C'est bien sûr très très dangereux. Alors peut-être ce qu'on peut se dire aussi, et ça il faudrait que je me l'applique à moi-même, c'est que peut-être à l'avenir, il faudra peut-être avoir des outils moins performants ou les payer à un prix plus juste, c'est la même réflexion qu'on peut avoir pour nos vêtements, pour savoir vraiment d'où viennent ces produits électroniques. En tout cas, c'est un débat qui mérite. Il y a tellement de composantes que je ne sais même pas si ça sera faisable. C'est même pas faisable pour les vêtements déjà d'avoir... sur la traçabilité complète des produits qu'on utilise. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tellement de composantes que je ne sais pas comment ça sera possible. Et en réalité... quand on voit la manière dont sont extraits, je disais tout à l'heure, les terres rares, franchement, mais il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y
il y a une telle omerta là-dessus, etc. Alors oui, on peut acheter des outils reconditionnés, c'est vrai que ça va faire diminuer l'impact carbone de notre consommation directe, mais en réalité, l'impact environnemental et social de nos outils technologiques, il est gigantesque. Il est gigantesque. Et pour comprendre la problématique, évidemment, des terres rares, des métaux rares et de l'implication dans les conflits armés de nos appareils numériques, je ne saurais que trop vous conseiller à nouveau de tenter l'expérience 7 Grams de Karim Ben Khalifa, une expérience en réalité augmentée qui vous permet de vous plonger justement dans les composants de vos appareils électroniques pour mieux saisir les enjeux, encore une fois, démocratiques qui se cachent derrière. Ces enjeux démocratiques, ça tombe bien, on y revient. Quelles sont les pistes de la Gen Z pour redorer le blason de la démocratie? On continue notre talk tout de suite. Et on disait en première partie de cette émission, les 5 ans qui s'ouvrent sont ceux de la réélection d'Emmanuel Macron, oui, mais dans une cinquantaine de jours, il y a des élections législatives, le 12 et le 19 juin prochain. 63% aujourd'hui des Français, c'est à nouveau un chiffre Ipsos, seraient favorables à une cohabitation. Est-ce que les jeunes aussi, votre génération, seraient favorables à cette cohabitation? On le rappelait, Florent, tout à l'heure, certains des 18-24 ans ont découvert l'idée même de la cohabitation parce qu'on en reparle dans l'actualité. Ils ne l'ont pas vécu elles-mêmes ou eux-mêmes. Cette cohabitation, c'est quelque chose qui est bien compris par cette génération? Je ne sais pas si c'est bien compris. En revanche, ça semble être une alternative intéressante où des gens qui ont oublié ce qu'était la cohabitation, ne l'ont pas vécu, comme vous le disiez, se disent, tiens, il peut exister une alternative, quelque chose de moins frontal que la simple élection d'un président qui partage des idées que je ne partage pas, par exemple. En tout cas, c'est ce certains peuvent se dire. Et donc de dire, le contre-pouvoir que moi, je peux exercer avec mon vote, ça va être celui d'élire et de donner une majorité à un autre groupe parlementaire. Deuxième tour dans les urnes, troisième tour dans la rue ou peut-être à nouveau derrière l'isoloir? Je pense qu'une cohabitation, ça permet vraiment un échange des idées, une solidarité entre groupes et ça permet vraiment de confronter les idées entre différents partis et pas juste élire un président, derrière élire une majorité à l'Assemblée pour avoir juste une vision du futur de la France et juste une vision des futures lois qui vont arriver. Donc je pense que ça permettra vraiment un échange d'idées et que ça permettra de faire de futures lois qui seront meilleures que celles passées. Et dès dimanche soir, Emmanuel Macron, réélu, promettait je cite, une nouvelle ère qui ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Cette génération, elle compte bien rappeler le président élu à ses engagements. Comment est-ce que vous allez, là aussi, observer, regarder de près, le rappeler, vous rappeler à son bon souvenir, plutôt sur les 5 prochaines années? Je pense qu'on a bien vu que les politiques sont plus dans la parole que dans l'action. Donc il est nécessaire de les rappeler à leur engagement et à leurs promesses. Et c'est pour ça qu'une des propositions les plus votées était de faire des binômes entre jeunes et députés ou élus en général. Donc pour vraiment avoir l'implication de ces jeunes dans la politique, pour les engager et en même temps pour vérifier que les promesses des politiques soient bien faites. Très bonne proposition, celui-là. Oui, Florent, tu serais d'accord pour aller accompagner un député et lui rappeler que peut-être certains des engagements ne sont pas exactement ceux de cette génération? Ça dépend du député. Quel député, voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est que comme sur les 5 dernières années et les autres années précédentes et les autres quinquennats, septennats, il y a une espèce de vigie citoyenne qui est constante, en réalité, le peuple français est bien connu pour ça, pour descendre facilement dans la rue, pour défendre ce en quoi elle croit, pour s'organiser avec de nouveaux outils, avec de nouvelles idées, avec aussi, pour les législatives qui arrivent, des candidats indépendants qui ont moins de 35 ans, qui font partie de la société civile et qui montent aussi aux législatives pour dire, en fait, regardez, moi aussi je vais le faire et je vais parler pour vous. Et donc je pense à Kevin Vacher, je pense à une jeune femme dont j'ai oublié le nom, Loumir, dans l'Ain, qui se présente par exemple aux législatives. Et ça, ce sont aussi des profils un peu inspirés d'Alexandria Ocasio-Cortez et du squad américain, mais qui en fait sont nécessaires et font partie aussi d'une génération qui considère l'outil politique comme, je le disais en début d'émission, un des outils utiles pour faire avancer les sujets qu'ils défendent. C'est-à-dire qu'on a une boîte à outils démocratique et aujourd'hui on va piocher dedans, si j'ose dire. Parfois ça va être le vote, parfois ça va être l'engagement associatif, parfois ça va être encore un autre mode d'expression.
Oui, il y a différents modes d'expression. On a bien vu que les jeunes avaient cette envie de s'engager, notamment par des manifestations ou alors par des marches pour le climat. Et on a bien vu qu'il y avait vraiment cette envie de s'impliquer dans la politique. Et je pense qu'il y a une réelle représentation de la société civile, notamment depuis 5 ans par des élections des députés, où il y a la majorité des députés qui viennent de la société civile, notamment des députés de La République En Marche. Mais par contre, au niveau des sénateurs, ça devient plus un métier où la plupart ne sont pas vraiment de la société civile. Et c'est cette professionnalisation de la vie politique que vous remettez aussi en cause ? Oui. Oui, il y a des élus qui cumulent les postes comme des totems de Koh-Lanta, quoi. Je veux dire, c'est quand même une folie. Et encore, il y a une loi qui est passée sur le non-cumul des mandats, etc. Mais il y a des personnalités qui sont là depuis qu'elles ont 25 ans, quoi, qui cumulent des... Alors, après, sur la question de la société civile, on l'a bien vu avec les députés de La République En Marche. Au final, c'était juste des bons petits soldats d'Emmanuel Macron qui votaient les lois. Et au final, le fait qu'ils soient de la société civile, c'était presque un gadget plutôt qu'une réelle prise de position dans leur rôle de député. La question de est-ce que la politique est un métier ? Est-ce que ça ne doit pas l'être ? Moi, je suis assez partagé sur cette idée-là. Parce que c'est un vrai métier qui nécessite d'avoir aussi des connaissances de tout l'outillage et l'appareillage politique et qui pose la question aussi de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui font partie de la société civile qui, une fois leur mandat politique terminé, retournent dans la société civile ou font un métier plus conventionnel avec tous les contacts qu'elles ont engrangés pendant leur rôle de député, avec tout un réseau, tout un tas de choses dont elles ont bénéficié en tant que députées, en tant que sénateurs, etc., et qu'elles vont utiliser à des fins privées. Ça pose beaucoup de questions, mais en même temps aussi, on parle beaucoup du manque criant de représentativité dans l'Assemblée, dans les assemblées, dans les institutions démocratiques. Ça permet aussi de peut-être un peu redispatcher une meilleure représentativité de la population française. Cette représentativité, elle passe aussi par une représentativité des 18-24 ans et même des 12-18 ans en plateau. Est-ce que vous vous sentez parfois peut-être un peu caricaturé dans la représentation qu'on fait de vous dans les médias? Alors encore une fois, le feu ou rien, ce portrait d'une génération engagée vient complètement balayer l'idée même qu'on se fait justement de votre engagement, de vos modes d'action, de vos modes de fonctionnement. Mais est-ce que la sentence serait moins irrévocable, si j'ose dire, si déjà vous vous sentiez mieux compris, mieux représenté d'un point de vue médiatique? Je pense qu'il y a une vision de tout âge, des jeunes comme des personnes qui n'ont pas forcément l'envie de s'impliquer ou même des personnes qui n'ont pas forcément la maturité pour penser, pour réfléchir. Donc je pense qu'il faut se demander, pas à nous les jeunes, mais plutôt aux personnes plus âgées, à l'ancienne génération, vu la situation actuelle avec une crise sanitaire, une crise financière, une crise sociale, si ce n'est pas à eux de se demander pourquoi nous en sommes arrivés là, et s'ils n'ont pas des choses à nous conseiller pour l'avenir, des expériences à éviter, des erreurs à éviter surtout. Et peut-être qu'en remettant ce dialogue entre ancienne génération et nouvelle génération, on pourra avoir un futur où on évite les erreurs. La question, elle est vraiment sur le dialogue déjà intergénérationnel. C'est déjà cette base-là qu'il faut assainir, Florent? Oui, il y a un dialogue générationnel, mais pour rapport à la question de tout à l'heure, c'est clair qu'on est aussi caricaturé. Je veux dire, on est une génération nombriliste, offensée, victimaire. Je veux dire, à écouter certains chroniqueurs ou présentateurs télé, on a tous les maux du monde sur nos épaules. Et le livre que j'ai coécrit avec Laura Jane Gauthier, justement, va à l'encontre de ça. On a beaucoup de jeunes qui s'engagent. Et puis, on a une politologue qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Anne Muxel, qui a écrit un livre qui s'appelle Politiquement jeune, qui explique qu'il faut regarder ce que dit la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le reflet des blocages d'une société, mais aussi de ses espoirs. Et donc, il faut être attentif à ce qu'elle dit. Et c'est vrai qu'on a parfois le sentiment de ne pas être assez écouté, ni même représenté, et aussi caricaturé parce que peut-être qu'on dérange aussi, d'une certaine manière, parce qu'on apporte une autre vision du monde que celle des boomers de plus de 50 ans qui monopolisent les plateaux télé depuis la nuit des temps. Ok, boomer. En résumé, ces 5 ans à venir, pour vous, c'est quoi? 50 de plus ou 50 de mieux? Vous en attendez quoi exactement? Il faut que ça soit 50 de mieux. C'est impératif. Il n'y a pas le choix, sachant qu'on a une crise de tous les côtés, de tous les domaines. Donc c'est impératif que ces 5 ans soient
bien mieux que les 5 derniers. Et je pense que c'est aux jeunes de vérifier que ces 5 ans soient mieux. Et par des actions, par des manifestations, par vraiment une implication dans la politique. Et je pense que c'est en surveillant les politiques qu'on les améliorera. Oui, et je pense que c'est à tout le monde de faire ce travail-là. Et surtout, je crois que ce qui va être particulier pour ces 5 prochaines années, c'est que la colère qui a été exprimée dans les urnes, mais qui s'exprime aussi d'une autre manière par toute la population française, elle va être démultipliée. Et je pense que les 5 prochaines années vont être déterminantes pour plein de raisons, et les gens vont être encore plus déterminés aussi. Donc le rapport de force va être, je pense, assez violent si tout n'est pas fait pour qu'on puisse être mieux entendu, mieux écouté, et que concrètement, les choses aillent dans le sens du meilleur respect de chacun et de chacune, et respect du vivant aussi. 5 ans top chrono pour cette génération qui, vous le voyez, s'engage, pas forcément toujours dans les urnes, mais s'engage, ne laisse pas le terrain politique pour autant se faire seul. Merci infiniment à Karoa, évidemment, pour toutes les propositions de Ta Voix Compte, pour tout le travail que tu fournis aux côtés de tes co-religionnaires, justement, de la plateforme et de l'initiative. Merci Florent, comme toujours, encore une fois, pour ce livre, Le Feu ou Rien, portrait d'une génération engagée, coécrit avec Laura Jane Gauthier aux éditions Mongo Society. Merci à Guillaume Gralet, évidemment, pour ses idées et pour toutes tes informations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur le plateau de l'École du Futur.